Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici dans l'École du futur. Premier épisode en cette journée internationale de l'éducation. Au sommaire, tout de suite, le premier programmateur de l'histoire était une programmatrice, portrait à suivre de notre rôle modèle, Ada Lovelace. Notre spécialiste des nouvelles pédagogies, Amélia Matar, a une idée derrière la tech. Plus de filles dans le numérique, c'est ton cri du cœur aujourd'hui. Oui, Marjorie, je vais vous parler d'élevage, de pâturage et d'inégalité femmes-hommes dans la tech. Tout en programme. Réviser le théorème de Thalès avec Soprano ou l'affaire Dreyfus avec Joe Star. Il y a une application pour ça. Les startups éducatives connaissent la chanson pour en parler. Aujourd'hui, en plateau avec nous, Alexandre Houpert, vous êtes le cofondateur de StudyTrax. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Éga- Ravi d'être là. Ah ben, nous aussi, on est ravis que vous soyez là. Également en duplex avec nous, Kevin Faure, vous êtes professeur d'éducation musicale. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en deuxième partie de cette émission, on vous dira pourquoi le bruit est un véritable fléau à l'école avec la semaine du son de l'UNESCO. Mais d'abord, focus. Et c'est une pionnière de l'informatique à laquelle on doit les tout premiers programmes au monde. C'était en 1842. Mais qui était vraiment Ada Lovelace? Réponse avec Édouard Dagneau. Le premier codeur de l'histoire est en réalité une codeuse. Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète anglais Lord George Byron, a créé le premier programme informatique au 19e siècle en 1842. Une prouesse quand on sait que l'ordinateur n'est arrivé qu'un siècle plus tard. Ada Lovelace est un génie, et elle n'a pas perdu de temps pour le prouver. Sa mère, fan de mathématiques, la pousse à étudier les sciences et l'entoure des meilleurs tuteurs britanniques. À 12 ans, Ada écrit un traité sur les ailes des insectes parce qu'elle voulait créer une machine volante. Mais c'est à 17 ans qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Le 5 juin 1833, Ada s'entretient avec un mathématicien en vue à l'époque, Charles Babbage. Il a inventé, quelques temps plus tôt, la machine à différence, l'ancêtre de la calculatrice. Les deux savants deviennent très amis et se mettent à travailler ensemble. Ils développent la machine analytique, une version plus poussée de la machine à différence. En 1842, Ada Lovelace traduit un article d'un ingénieur italien consacré aux machines à calculer. Elle y ajoute ses propres notes classées de A à G, et c'est là qu'elle commence à esquisser ce qui permettrait à une machine d'agir toute seule. Elle explique tout, de l'enchaînement d'instructions nécessaires pour réaliser une suite mathématique à la position des rouages. Pour elle, la machine pourrait manipuler des nombres, des lettres, mais également des symboles. Elle décrit tout ça dans sa note G, qui est aujourd'hui reconnue comme le premier programme informatique de l'histoire. La fin de vie d'Ada Lovelace est plus tragique. Elle n'a jamais trouvé les fonds nécessaires pour financer ses recherches et elle s'est mise à parier sur les courses de chevaux. Elle meurt ruinée à 36 ans d'un cancer de l'utérus. Mais il faut bien se rendre compte du destin exceptionnel d'Ada Lovelace, à une époque où le rôle des épouses et des mères de famille de la haute société était l'éducation des enfants et la bonne tenue du foyer. Et voilà pourquoi c'est si important d'avoir des modèles féminins dans le numérique, n'est-ce pas Amélia? Et oui, c'est crucial, dès le plus jeune âge. Et on en reparle dans un instant d'ailleurs. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alexandre, StudyTrax aurait pu exister sans Ada Lovelace? Je ne pense pas. En fait, nous, on a rien inventé, hein, évidemment. On a juste poussé un principe qui est assez ancien et le mettre un petit peu au goût du jour. Et on y revient aussi là dans un instant parce que tout de suite, vous allez le voir, réviser le théorème de Thalès, l'affaire Dreyfus ou encore l'histoire de la condition féminine avec vos artistes préférés, c'est possible et c'est même très efficace. Et cette application qui mixe chansons et révision, c'est la vôtre, Alexandre Houpert. Vous avez cofondé StudyTrax en 2018. Comment est née cette idée ? Écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'étais pas du tout dans la musique avant. Et en fait, on avait avec mon épouse un ami qui s'appelle George Amunagan, qui est très connu en Angleterre puisque c'est un grand producteur de musique. Il a produit les Spice Girls, il a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais il avait un problème que finalement beaucoup de familles rencontrent, qui est l'échec scolaire de son fils. Son fils était un jeune homme brillant, mais qui était plus du tout intéressé à l'école. Et ça devenait un vrai problème, c'est-à-dire qu'il voulait plus du tout se rendre dans son établissement. Et en fait, mon épouse étant enseignante, un soir, on a eu une idée. On dit, Georges, toi, tu sais faire des tubes planétaires.
Virginie, mon épouse, tu sais faire des fiches, enfin, c'est ton métier, eh bien, essayons de mixer les deux talents pour faire quelque chose, c'est-à-dire une chanson. Parce qu'on sait tous qu'il est facile de retenir les paroles de chansons, et on sait tous que les jeunes aujourd'hui passent plus d'une heure par jour à écouter de la musique. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça, donc on a commencé par la première loi de Newton. Georges a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une vraie chanson sur un bon beat, un truc qui donne envie en fait d'écouter. Et bon, évidemment, son fils, comme tout ado qui se respecte, a dit ouais papa c'est nul. Et puis en fait, la musique était tellement bien que ça l'a pris et il a commencé à écouter et puis surtout en fait, à apprendre sans s'en rendre compte. Et là où vraiment il y a on a vu que ça fonctionnait, c'est quand il a décidé d'aller en cours de physique 3 jours après. Il n'était pas au fond, il s'est mis devant et il a pris, en fait, il a retrouvé le goût. Et il a pris part au cours. Il pouvait réciter, et puis surtout répondre aux questions. Et son professeur, à la fin, a dit « Mais je ne te savais pas fan de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui a fait écouter la chanson, et tout est parti par là. Donc au début, c'était à Londres, et aujourd'hui, on est en France. La preuve par l'exemple, aujourd'hui, quelques années plus tard, 1800 chansons, si je ne dis pas de bêtises, sont disponibles pour les CM1, les CM2, le collège, les lycées, mais également les CAP. Et on peut réviser toutes sortes de matières, mathématiques, philosophie, français, histoire, géo, SVT, technologie, physique, chimie, économie ou encore éducation morale et civique. Ça, c'est pour justement vous donner toutes les infos. Mais si, comme moi, vous n'avez pas forcément été toujours un crack en maths, j'ai une autre solution. C'est Soprano, tiens, cette fois-ci, qui peut vous aider. Yeah, salut, c'est Soprano pour StudyTrax. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droite D, D', c'est quand en A. Soit 2 droite D, D', c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Soit C et N, 2 points de D' distincts de A. Si les droites BC et MN sont parallèles. Si les droites BC et MN sont parallèles. Alors AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alors AM sur AB fait AN sur AC qui lui-même est égal à MN sur BC. Alexandre, on vient de voir d'ailleurs même Soprano, on parlait de Joey Starr aussi tout à l'heure. Ces artistes, ils vous ont dit oui tout de suite pour collaborer avec StudyTrax. Oui, c'est vraiment pas très compliqué en fait, Ouais. de convaincre des artistes parce qu'ils connaissent leur notoriété, ils connaissent le pouvoir sur notre jeunesse et en fait, tout artiste a potentiellement rêvé de pouvoir impacter cette jeunesse d'un point de vue positif. Donc il y a Joey Starr, effectivement, qui a mis beaucoup de temps avec nous sur l'affaire Dreyfus, la résistance, la philosophie sur le bonheur. Cette semaine, on enregistre encore d'autres chansons. Et là, on est en train de monter un vrai collectif d'artistes de tous styles musicaux. En fait, pour œuvrer contre le décrochage scolaire. Donc c'est vrai qu'au départ, StudyTrax a été créé, comme on l'a dit tout à l'heure, pour lutter contre le décrochage. Et aujourd'hui, c'est devenu en fait une méthode pédagogique vraiment à part entière qui est utilisée dans les écoles. Alors pour les spécialistes, on est raccroché aux gares, c'est raccroché au système de l'éducation nationale, et ça nous permet vraiment de déployer directement dans les écoles. Et oui, vous le disiez justement, Alexandre, StudyTrax est désormais disponible en 2 versions. Première, en libre accès pour les collégiens et les lycéens. La deuxième, à destination des enseignants et des enseignantes qui veulent l'intégrer à leur parcours pédagogique. Et Kevin Faure, vous faites partie justement de ceux et celles qui l'intègrent. Vous êtes professeur d'éducation musicale au collège Louise Weiss de Cormeilles en Parisis. Ça fait désormais partie de votre quotidien en classe, StudyTrax ? Effectivement, je vais l'utiliser régulièrement avec mes collègues. Et en tant que professeur d'éducation musicale, ça me permet de pouvoir proposer l'application, mais pas juste en tant que professeur d'éducation musicale, mais en tant que professeur de toutes les disciplines. C'est-à-dire que StudyTrax étant une sorte de répertoire de fiches de lecture pour les cours, comme Alexandre Houpert vous l'a dit, moi, ça me permet d'aller aiguiller mon collègue de mathématiques, de français, d'histoire, et d'aller proposer ça, et également aussi de réintégrer ces cours pour les faire chanter et faire chanter le théorème de Thalès dans mes salles. Donc ça fait partie d'un projet pédagogique avec l'ensemble de vos co-enseignants et enseignantes, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça change dans l'approche avec vos élèves concrètement ? Bien, concrètement, ça donne un élément pédagogique supplémentaire, un outil supplémentaire. Comme Alexandre Houpert vous l'a dit, ça a été rajouté, nous, à l'Éducation nationale, c'est-à-dire que c'est une ressource maintenant, à laquelle chaque collégien, chaque lycéen, chaque professeur peut avoir accès. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir ce répertoire-là entier
et de pouvoir connecter tout ça ensemble de manière interdisciplinaire. Alexandre, justement, mettre ces enseignantes et ces enseignants au cœur de l'application, on imagine que c'est crucial? Ouais, c'est très très important, c'est vraiment crucial. Et comme je disais tout à l'heure, au départ, StudyTrack, a été développé pour le décrochage scolaire. Et nous, on n'avait absolument aucune idée que ça pouvait devenir une méthode pédagogique vraiment à part entière. Et c'est vrai que Monsieur Faure nous a beaucoup aidé là-dessus. On a eu maintenant plein de professeurs sur tout le territoire. Et c'est vrai que le professeur d'éducation musicale en collège, parce que l'application est disponible, comme vous l'avez dit, primaire, lycée et CAP, mais le professeur d'éducation musicale au collège est vraiment important et au centre du dispositif. Et puis, bon là, Monsieur Faure le dit pas trop parce qu'il est modeste, mais on a des profs de maths, des profs d'histoire qui viennent le voir en disant est-ce que tu peux faire chanter cette chanson? Et d'ailleurs, on est allé par surprise dans son collège avec Joey Starr, puisqu'en fait, Monsieur Faure a fait chanter une chanson qu'on a enregistrée avec Joey Starr sur la résistance. C'était génial. On les a vraiment eus, ils étaient choqués, mais ils connaissaient la résistance par cœur. Donc c'est ça qui est important. Kevin, ça vous rappelle des souvenirs, j'ai l'impression? Oui, quelque chose que je peux ajouter pour répondre à votre question, c'est que là où ça peut être utile, c'est qu'il y a des enfants qui fonctionnent de mémoire écrite. On a tous différentes manières d'apprendre. Je ne sais pas comment vous apprenez ou comment tout le monde apprend, mais il y a des enfants qui fonctionnent beaucoup par mémoire auditive. Ils écoutent beaucoup de musique et ils peuvent apprendre comme ça. Alors moi, j'ai une mémoire visuelle, mais vous avez peut-être une mémoire auditive, et c'est bien d'avoir un outil supplémentaire pour des enfants qui ont peut-être du mal à fonctionner avec l'écrit et qui peuvent écouter leurs leçons. Ça peut peut-être les aider à Justement, cette approche auditive dans l'apprentissage, elle est fondamentale. Je crois que vous avez travaillé d'ailleurs au développement, au départ de l'application avec des neuroscientifiques, là aussi des orthophonistes, pour mieux maîtriser le mécanisme même d'apprentissage par l'audition. C'est ça. En fait, au départ, on sait tous qu'il est facile de retenir les paroles de chansons. Et en fait, il y a des spécialistes, des neuroscientifiques. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur le ministre, Monsieur Blanquer, qui tout de suite m'a dit que, effectivement, c'était une méthode très intéressante, mais qu'il fallait la valider scientifiquement. Et je pense qu'il a eu raison. Donc, on a eu cette chance-là d'avoir en fait un groupe de scientifiques spécialistes des neurosciences qui nous ont aidés, notamment Emmanuel Bigan du CNRS, et qui nous a aidés en fait à créer une méthodologie qui maximise la rétention d'informations. Donc vous verrez, chaque StudyTrack s'est organisé de la même façon. On a des refrains où on va mettre les informations les plus importantes. Après, on répète plusieurs fois les informations, 3 fois les plus importantes. On fait des rimes de telle manière à ce que, sans s'en rendre compte, en fait, l'élève puisse prendre du plaisir. Et quand tu prends du plaisir, on est motivé. Et quand tu es motivé, on apprend mieux. Et c'est assez basique, mais grâce à ces scientifiques, on a compris ce qu'on faisait, en fait. Voilà. Amélie, au-delà de l'impact de la musique dans l'apprentissage, est-ce qu'on peut se dire aussi que ça favorise un mieux-être pour les apprenants comme pour les enseignants? Il me semble que un des éléments qui peut nuire à l'apprentissage, c'est le stress. On sait que le stress fait sécréter du cortisol et que ça vient empêcher l'élève d'apprendre correctement. Et à contrario, de chanter ou d'écouter de la musique, ça va diminuer, il me semble, ce stress et donc effectivement favoriser l'apprentissage. Donc oui, effectivement, ce mieux-être ne peut être que favorable pour apprendre plus profondément. C'est intéressant le point que vous dites, parce que sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, TDAH, et c'est vrai qu'on a là des impacts, vraiment, on baisse le stress, on donne du plaisir, et donc on a des vrais impacts positifs. Kevin, la musique adoucit les mœurs, le comportement des élèves aussi? J'aimerais bien. Alors oui, je pense que la musique a un effet sur les élèves. Ça, c'est évident sur les enfants et sur chacun d'entre nous. Maintenant, est-ce que ça permet de mieux apprendre? C'est ce qu'on espère tous. Je pense que ça a un effet. Déjà, comme l'a dit Alexandre Houpert, il y a la répétition déjà, utiliser la répétition. Je veux dire, tous les professeurs disent que répéter, c'est enseigner. C'est aussi vrai dans une chanson. Et utiliser un refrain, moi j'étais très satisfait par exemple que quelques mois après avoir enseigné une chanson, les enfants fredonnent encore leur leçon d'histoire-géographie. Ça, c'est un bonheur d'enseignant. Et on boit vos paroles ici sur ce plateau. StudyTrack, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, a démarré en Angleterre. Je crois que vous avez aussi très rapidement cerné le marché américain. Est-ce que ce sont des systèmes pédagogiques plus ouverts que d'autres pour justement utiliser la musique comme un des meilleurs vecteurs de l'apprentissage?
La musique est, en fait, c'est vrai, c'est important. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites parce que au départ, on l'a créé comme vraiment une proposition musicale. C'est-à-dire que toutes nos chansons, on les enregistre dans des conditions professionnelles. Parce qu'en fait, si on commence à faire des chansons qui sont pas sympas à écouter, pas bonnes, bah on va vraiment se tromper. Et notre audience, qui est quand même très difficile, parce qu'on parle d'adolescents, en fait, on peut pas tricher. Il nous faut être pro sur tout ce qu'on fait et respecter leurs codes. Donc là, on a quelques surprises qui arrivent avec des artistes qui sont très influents auprès des jeunes. Et je pense que les jeunes vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis du coup, on va les capter et on va leur apprendre des choses. Donc notre secret, pourquoi ça marche, Uditrax, des fiches d'apprentissage qui sont faites par des professeurs. On enregistre selon une méthodologie développée par des scientifiques, avec des professionnels de la musique qui sont influents auprès des jeunes. Et après, nous, on prend juste les retours des enseignants. Hein, Monsieur Faure, il y en a plein sur le territoire, de telle manière à compléter notre contenu en fonction de leurs besoins. Là, on vient d'enregistrer une chanson sur la vie des poilus, par exemple, dans les tranchées. C'est vrai qu'on avait beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, mais pas la vie des poilus sur les tranchées. Donc, on travaille avec les enseignants, on leur propose des fiches, et on enregistre, et on donne une semaine après la chanson, et ça marche. C'est aussi cet espace de co-création qui vous a séduit, Kevin, dans cette approche? Oh oui, parce que directement, c'est une envie immédiate de vouloir faire notre leçon à nous. Avec les enfants, c'était évident que l'étape d'après, après l'interprétation, c'était la réécriture et la création. Parce que des leçons, il y en a beaucoup, hein, comme vous l'avez dit, on ne compte plus le nombre de leçons, mais comme vient de le dire Alexandre, il y a encore beaucoup. On peut, c'est assez infini. Donc, on peut trouver encore une leçon, on peut trouver des choses à dire, on peut les faire rapper, on peut les faire chanter. Et c'est toujours agréable, c'est toujours une belle expérience de musique et de pédagogie. Et je vous fais juste une autre petite confidence, hein. Monsieur Faure est un super rappeur aussi. Il ne le dit pas, mais sincèrement, c'est vrai. Donc, On va lui demander un rap Ouais. dans 30 secondes. Heureusement pour vous, Kevin, la toute première partie de cette discussion est en train de se terminer. Vous voyez comme quoi finalement en télévision, toujours tout se passe bien. Merci infiniment en tout cas, Kevin, d'avoir été avec nous en direct, en duplex même, de votre collège pour témoigner justement de la façon dont la musique peut être une partition à jouer pour l'enseignement. Alexandre, Amélia, évidemment, vous restez avec nous puisqu'on va continuer justement à parler de musique, de son et d'école dans quelques minutes. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. C'est l'œil tout de suite de Cheryl Jessica Isengay.您的外卖已送达，请出示二维码。扫码成功，正在取餐，请稍后。祝您用餐愉快，再见。The wrist is composed of 8 carpal bones arranged into 2 distinct rows, a proximal row and a distal row. These small bones provide flexibility to the wrist. There are 4 bones in each row. This is Sora. He's gonna give me a haircut. This is the first and only take. Is anything coming out? Oh, that's beautiful. Oh my God, he's doing a beautiful job. Lay me on the bed tonight. Lay me on the bed tonight. I can't breathe away.
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours ici avec Alexandre Houpert. Vous êtes le cofondateur de Studitrax. Rebonjour. On est aussi avec Amélia Mattar, bien sûr. Et pour cette deuxième partie, on accueillera dans quelques instants Christian Hugonnet. Christian, vous êtes le président et fondateur de la Semaine du Son. Vous êtes en duplex avec nous depuis l'UNESCO. Et évidemment, avec vous deux et avec même vous trois, on se posera la question de savoir comment l'éducation peut dépasser le mur du son. Mais d'abord, Amélia Mattar a une idée derrière la tech. Amélia, tu es la cofondatrice de Coloris. C'est une méthode pour apprendre à coder sans écran dès 3 ans. Et aujourd'hui, tu vas pousser un cri du cœur. Oui, Marjorie. Vous le savez sans doute déjà, la France célèbre en ce début d'année sa 25e licorne. Une licorne, rappelons-le, est une start-up évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Personnellement, cela me réjouit profondément car cette nouvelle témoigne de la vivacité de la scène tech française. Donc, au moins 25 licornes pâturent dans nos contrées, de quoi en faire tout un élevage. Un élevage très homogène et qui serait peu fécond s'il avait dû être composé de véritables animaux. Car la licorne n'a de féminin que son nom. En effet, la licorne n'est formée quasi exclusivement que d'individus masculins. Ouais, on en parlera très, très bientôt avec nos invités en plateau. Quand on compte sur ces 25 licornes, on n'a que 2 fondatrices, celle de Vestiaire Collective. Voilà, pour dire les choses plus simplement, Marjorie, les femmes ne sont pas du tout représentées au sein des fondateurs de ces entreprises tech exceptionnelles. Donc, la tech et les femmes, c'est compliqué. L'entrepreneuriat et les femmes, c'est difficile. L'entrepreneuriat tech et les femmes apparaît comme une mission impossible. Mais alors pourquoi justement cette mission impossible? Pourquoi il y a si peu de femmes dans les entreprises tech et dans les grandes entreprises tech s'il en est? Alors déjà, regardons les chiffres. Isabelle Collet, dans Les Oubliés du numérique, souligne qu'en 2017, les femmes sont en moyenne 12% dans les écoles d'ingénieurs en informatique, 10% à l'université, 8% dans les filières de techniciens supérieurs, BTS, DUT, etc. Si on lit ces chiffres à la lumière des politiques menées par l'État et des millions d'euros dépensés par les grandes entreprises pour attirer les talents féminins, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ce qui est une technique comme une autre pour ressembler davantage à un homme et augmenter ses chances de diriger un jour une licorne. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous proposer d'autres options moins douloureuses et peut-être plus efficaces. Je crois que quand on parle de femmes, il est déjà trop tard. On devrait parler de filles. Oui, moi j'aime bien les techniques moins douloureuses. Je vais garder mes cheveux si vous le permettez encore peut-être quelques instants. Mais ça veut dire concrètement que tout se joue dès la première année, si je l'entends bien. Oui, parfaitement. Dès les premières années, l'une des convictions les plus fermes de Maria Montessori, dont j'admire énormément le travail, est que l'enfance constitue la glaise dans laquelle se pétrit l'adulte. Les enfants de 7-8 ans sont déjà de vieilles personnes, nous dit-elle. Lisa Jacquet, plus récemment, docteur en sciences cognitives, co-autrice avec Marion Wallo du MOOC « La petite culture numérique, le développement du tout-petit à l'ère numérique », souligne que le jeune enfant, jusqu'à 5 ou 6 ans, bénéficie d'une plasticité neuronale particulièrement importante. Et cette particularité des premières années fait que l'enfant intègre profondément la façon dont fonctionne notre société et ce qu'on attend de lui. Lisa Jacquet rappelle d'ailleurs que le sentiment d'appartenance à un groupe de genre se construit dès le plus jeune âge. Or, plusieurs études montrent que les professionnels de l'éducation, sans en être conscients et avec la meilleure volonté du monde, agissent en fonction de biais de genre très forts qui favorisent les garçons. Autre travail de recherche intéressant, le travail de thèse de Amanda Sullivan montre que la participation d'enfants de 5 à 7 ans à des ateliers avec des robots durant 7 semaines augmente significativement l'envie des petites filles de devenir ingénieures, comparativement à la situation qui précède le cycle d'atelier et à un groupe contrôle qui n'a pas eu ces ateliers. Bref, j'espère vous en avoir convaincu, Marjorie. Les premières années sont donc cruciales. Moi, je suis toute convaincue, évidemment, par mes chroniqueuses et par mes chroniqueurs. Mais comment on fait concrètement, Amélia, pour renverser la vapeur ? Alors, plus le numérique s'emparera de notre quotidien, plus cette inégalité dans la tech deviendra gênante. Il est grand temps, je crois, de regarder le problème dans tous ses aspects, et notamment par le prisme de l'enfance. Nous devons agir, informer, éduquer professionnels et parents,
Et souhaitons-le, dans quelques années, nous verrons se diversifier ainsi le troupeau de licornes, de par le genre de ses dirigeants, mais aussi de par les problèmes que cherchent à résoudre ces licornes, parce que des problèmes à résoudre, notre société n'en manque pas. Bravo, merci infiniment Amélia. Alexandre, en effet, il y a quand même un paradoxe dans notre bel écosystème numérique et tech. Si l'on est 25 licornes, oui, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire grandir les startups et les scale-up, surtout fondés par des femmes ? Moi, j'ai peut-être pas la réponse aujourd'hui. Ce que je peux te dire, c'est que s'il n'y avait pas mon épouse, il n'y aurait pas Studitrax, parce que c'est elle qui écrit tout. Donc déjà, c'est la base. Ensuite, c'est vrai que mes filles, en fait, je les éduque personnellement comme mon fils. C'est-à-dire que s'il faut entreprendre, il faut... Et c'est vrai que de temps en temps, je note... comme si elle ne pouvait pas accéder ou en tout cas être plus en retrait. Je dis, ben non, Juliette, vas-y, mais fais-le, avance, fais ton entreprise, avance. Enfin, et donc, elle écrit. Donc, c'est vrai que c'est aussi du côté des parents, mais aussi du côté des enseignants. Donc là, cette semaine, on enregistre une chanson sur l'égalité homme-femme en éducation morale et civique. Et c'est Joyce Jonathan qui va l'interpréter. Mais en fait, moi, et sincèrement, j'étais quand même surpris quand on regarde le programme d'éducation morale et civique d'avoir encore un truc... Enfin, être obligé de dire égalité homme-femme, enfin, moi, ça me semblait aberrant. Et mon épouse, elle dit, bah non, mais tu vis dans quel monde, là? Regarde autour de toi. Et c'est vrai. Donc, les parents, à la maison, l'éducation, et puis on va y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Oui, c'est aberrant même d'en parler. En fait. J'étais sûre que vous auriez la réponse, finalement. Non, j'ai peut-être pas la réponse, mais non, rien que d'en parler, Enfin, bref. Ouais, on passe à autre chose. Allez, next. Allez, on passe à une autre chanson, si j'ose dire, puisque le son, la musique, on continue à en parler tout de suite dans l'école du futur. Et le monde ne se regarde pas, le monde s'écoute. C'est l'esprit de la Semaine du son de l'UNESCO qui sensibilise le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et à la qualité de l'acoustique sonore, et ce depuis 2004. Cette année, le ténor Roberto Alagna en est le parrain. Regardez. L'acoustique, c'est ça, c'est de faire flotter dans l'air un son, une vibration. Il faut retrouver le chemin des théâtres pour se refaire l'oreille. Voilà, il faut se refaire l'oreille. La Semaine du son de l'UNESCO, c'est du 16 janvier au 1er février partout en France. Et Christian Hugonnet, le fondateur et le président de la Semaine du son de l'UNESCO, est avec nous par Skype interposé. Vous êtes justement d'ailleurs à l'UNESCO entre deux des séquences de ce grand événement. Et vous publiez pour l'occasion, Christian, une enquête avec Opinionway et Saint-Gobain Ecofond sur les enseignants et le bruit à l'école. On la découvre ensemble parce que les chiffres sont édifiants. Près de 2 enseignants sur 3, 66% exactement, trouvent leur classe trop bruyante. Je rappelle que 110 décibels, c'est le bruit d'un marteau-piqueur. Et bien visiblement, c'est aussi le cas de ce qu'on relève dans certaines cantines scolaires et certains établissements. Christian, quel est l'impact concret sur la qualité des cours et sur l'apprentissage des élèves de ces bruits à l'école ? Le bruit, c'est la concentration, hein, c'est la capacité. On a de concentrer. Si on a le bruit, on n'a pas la concentration. Si on a un minimum de silence, on peut se concentrer vraiment. Là, on est dans une très belle salle. Il y a encore quelques personnes qui restent autour de nous parce que nous avons fait une brillante démonstration de ce que peut apporter le son à l'image. Donc, il y a encore beaucoup de gens autour de moi, mais j'ai voulu faire rester dans cette salle qui est magnifique, qui est la salle 1 de l'UNESCO, mais qui n'est pas dans le silence. Mais quoi qu'il en soit, on a un silence relatif qui nous permet de discuter, de parler, de converser. Dans une salle de classe, si vous avez du bruit qui nous vient effectivement d'un manque d'absorption murale ou au plafond, et si précisément vous avez un bruit permanent, vous n'avez plus cette concentration, vous n'avez plus cette réflexion, et vous perdez cette capacité à développer ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Donc on a une relation très forte entre ambiance sonore et réflexion, donc intelligence et développement de la personnalité. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on crée peut-être des écoles à 2 vitesses en fonction de l'acoustique des bâtiments? Oui, on a fait avec Cynthia Fleury il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, on a fait une soirée sur le bruit pour les pauvres et le silence pour les riches. Autrement dit, c'était le thème, tout simplement, parce que quand on fait une cartographie sonore de Paris, eh bien, on s'aperçoit qu'à rue près, lorsqu'on compare la cartographie sonore de Paris avec le prix du mètre carré, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation totale.
tout simplement, les lieux les plus tranquilles sont toujours les plus chers. Eh bien, on pourrait faire la même chose, effectivement, sur les écoles et sur les collèges et sur les lycées. Il y a des lycées qui sont de riches et d'autres qui ne sont pas de riches. Et quoi qu'il en soit, il va peut-être falloir effectivement se poser la question de savoir si, oui ou non, vraiment, il n'y a pas là, en tout cas par ce biais-là, une véritable ségrégation qui peut se mettre en place par l'ambiance sonore qui est donnée en fait à nos étudiants et à nos lycéens et à nos collégiens. C'est une vraie question importante. Donc pour avoir un minimum d'acoustique, de silence, d'ambiance sonore adaptée, ben oui, il faut penser à mettre en place des plafonds absorbants, mettre en place des murs qui soient adéquats, en tout cas s'isoler aussi de l'extérieur. Autrement dit, il y a toute une réflexion qui doit avoir. Vous savez, quand on est dans un salon VIP d'Air France, on n'a pas de problème, on est entre nous. La moindre personne qui parle, la première personne qui parle est tout de suite accusée, on ne veut pas qu'elle parle. C'est le silence qui permet la réflexion. Et dès qu'on sort du salon VIP d'Air France, eh bien, on se retrouve dans le bruit. Et je dirais bien que, effectivement, si silence il y a d'un côté, il y a réflexion. S'il n'y a pas de silence, s'il n'y a pas un minimum de silence, il n'y a pas de réflexion. Ça veut dire qu'il faut aussi intégrer cette donnée acoustique dès la construction des bâtiments et des salles de classe. Mais on peut dire que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses non plus, puisque dans cette étude, encore une fois, vous prouvez que le port du masque pousse 75% des professeurs à forcer sur leur voix. Bilan des cours, c'est une augmentation de 72% supplémentaire du niveau sonore dans les classes. Christian, est-ce qu'on va en sortir un jour? Rassurez-nous. Oui, bien sûr, comment sortir. Mais les masques sont toujours des éléments qui absorbent les aigus en particulier. Et quand on parle d'aigus, on parle justement des consonnes. Donc, vous savez, dans son, il y a on. Et le est très important. Sinon, si on a le che et chon, ça ne veut pas dire son. Et donc, il faut bien. C'est pour cela que précisément, il y a une difficulté à porter le masque. Et le port du masque se surajoute en fait à des acoustiques qui sont de mauvaise qualité. Donc, du coup, on a des profs qui craquent, qui craquent totalement, qui craquent pour ne pas pouvoir s'exprimer correctement, pour ne pas être entendus dans ce bruit permanent, et qui finissent effectivement par tomber en maladie, et c'est un problème essentiel tout cela. Et ça a été dit en tout cas dans le sondage qui a été mené par Ecofond, Semaine du son. Donc c'est un sondage tout à fait important. Vous savez, on est dans un monde où on ne fait que regarder. On ne fait que regarder le monde. Il faut se dire qu'à un moment donné, il faut l'entendre, ce monde. Et c'est de l'écoute que naît le visuel. Si je ne suis pas à l'aise sur un plan sonore, je n'aurai pas d'image. Ce n'est pas la peine. Donc il faut être à l'aise sur un plan sonore pour mieux voir, je dirais. Et ça, c'est un concept qu'on veut, nous, à la Semaine du son, mettre en place avec l'UNESCO. C'est une nouvelle manière de concevoir le monde. Donc, quand on aura pensé cette manière de penser, quand on a compris cette manière de penser, on aura assez rapidement, je dirais, des architectes, des urbanistes qui viendront s'intéresser aux salles de classe, qui viendront s'intéresser aux écoles, aux collèges, et qui se diront, oui, attendez, commençons déjà pour faire que ce lieu sonne bien. Et ensuite, organisons les classes de manière à ce qu'elles soient cohérentes, qu'elles soient adaptées en tout cas à l'enseignement. Mais d'abord et avant tout, l'enseignement, c'est une question de relation par le sonore. Quand je parle à quelqu'un, quand j'enseigne, je parle et j'utilise d'abord le son. Et ensuite, j'utilise l'image pour décrire ce que je viens de dire. Je dis quelque chose et ensuite je vous l'écris et je vais vous faire un dessin pour vous expliquer ce que je viens de dire. Mais c'est toujours dans ce sens-là. C'est toujours le son d'abord et l'image derrière. La relation aux autres par le son, Christian, on l'aura bien compris. Dernière question avec vous, parce que cette non prise en compte, si là aussi je vous entends bien sans mauvais jeu de mots, de l'acoustique dans les écoles, c'est une exception française. Comment est-ce qu'on aborde la question ailleurs dans le monde ? Comment on adopte Je n'ai pas compris la question, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit autour de moi. Vous voyez, on ne s'entend pas. C'est l'acoustique, je vous le dis, on n'est jamais trahi que par les siens. La non prise en compte de l'acoustique dans les écoles, c'est une exception française. Comment est-ce qu'on aborde la question ailleurs dans le monde ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'en sont emparés beaucoup plus tôt que nous ? Oui, en fait, je crois que les pays anglo-saxons, qui eux sont beaucoup plus axés sur le sonore et sur la musique en particulier, savez-vous que nous avons moins de quasiment 1 à 2% de Français qui jouent d'un instrument de musique, contre 40% dans les pays anglo-saxons, et en Angleterre et aux États-Unis. Il y a des orchestres dans toutes les écoles, dans tous les collèges. Nous n'avons pas ça. Donc nous avons des
la musique uniquement en conservatoire, si je puis dire, dans les écoles de musique. Mais on a du mal, évidemment, à comprendre justement que le sonore est un élément aussi important. Mais dans les pays anglo-saxons qui sont plus dédiés à la musique, eh bien, nous avons cette prise de conscience. Alors, on se rend compte, dès l'instant où on arrive à Waterloo Station, on quitte la gare du Nord, qui est dans le bruit, et on arrive à Waterloo Station, qui est dans un silence relatif, finalement, parce qu'ils ont pensé à mettre de l'absorption, etc., etc. Et les écoles, effectivement, vont dans le même sens, parce qu'on ne fait pas de la musique dans un lieu qui n'est pas insonorisé. Donc, en fait, il y a une prise de conscience, oui, dans tous ces pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus en avance que nous sur le plan musical. Christian Hugonnet, cette très belle semaine du son de l'UNESCO qui se déroule jusqu'au 30 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, oui, alors on a une deuxième semaine là, qui démarre là, dans toute la France, après la semaine parisienne, et c'est absolument génial. Et nous avons lancé aussi, c'est une semaine du son, dans 17 pays dans le monde, et donc du coup, ça y est, c'est un fleurissement, en tout cas, du sonore, qui va nous être utile aussi pour les années à venir, qui va nous permettre de pouvoir imaginer, chaque jour de l'année, en tout cas, une semaine du son, dans un pays différent. C'est extraordinaire, c'est une chance dont nous disposons. Donc il va falloir s'en emparer. L'UNESCO nous y aide beaucoup aujourd'hui, et je suis persuadé que dans les années qui viennent, nous parlerons du sonore d'une autre manière, et précisément, certainement même d'ailleurs, nous aurons dans les écoles un peu plus de prise de conscience. En tout cas, merci d'avoir mis l'accent sur ce secteur qui est très important et dont dépend justement toute une génération à venir de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui arriveront demain sur le marché du travail. Il faut qu'ils soient initiés, il faut qu'ils sachent réfléchir avec une ambiance sonore qui soit adaptée. Merci d'avoir été aussi actif sur ce sujet. Et merci à vous, merci d'avoir pris le temps de faire un tour par le plateau, même à distance depuis l'UNESCO, de l'école du futur. Je reprends justement ces questions avec vous ici en plateau, Amélia et Alexandre, parce que ce que disait Christian Hugonnet, c'est en effet fondamental. Le son, l'écoute, l'absence de bruit, c'est avant tout une question de respect, une question de qualité d'écoute aussi entre enseignants, enseignantes, apprenants et apprenantes, Amélia. Oui, absolument. Et j'ai envie de dire, c'est une éducation aussi, en fait, à ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas du tout abordé, il me semble, avec les élèves, avec les enseignants. On pourrait imaginer avoir une partie du programme ou des modules dédiés à la compréhension voilà, de tout ce qu'on vient de dire, de l'impact négatif que peut avoir une mauvaise prise en charge, effectivement, de l'acoustique d'une classe. La qualité d'écoute, là aussi, ça a été une donnée importante pour Studitrax au moment où vous mettiez au point justement ces chansons avec les artistes. Bien entendre ces chansons, c'est aussi bien les apprendre et bien retenir. Oui, le son pour nous, c'est vraiment, j'allais dire, dans l'ADN de ce que nous faisons, puisque nous, on fait de la musique pédagogique. Et donc, le son, il doit être agréable, évidemment, à l'oreille pour, encore une fois, motiver et donner du plaisir. Parce que quand on prend du plaisir, vraiment, on apprend mieux. Donc, on essaie de maîtriser, finalement, ce son pour qu'il soit positif et pouvoir aider un maximum d'élèves. Et c'est vrai que le bruit dans les classes, beaucoup d'enseignants s'en plaignent aussi, et beaucoup d'élèves aussi, puisque pour se concentrer, on en parlait tout à l'heure, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Quand on est TDAH, qu'il y a du bruit, on est déconcentré, donc ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'il devrait, je ne sais pas quelles sont les politiques actuelles mises en place, mais évidemment c'est central, c'est très très important. Ouais. Oui, notamment, alors Christian Hugonnet, il est aussi ingénieur acousticien de profession. Il travaille justement en ce moment même avec d'autres associations et d'autres institutionnels à notamment la rédaction d'un décret national pour l'acoustique et la musique, pour la construction des collèges et lycées d'enseignement, pour pouvoir justement prendre en compte cette notion de l'acoustique dès la conception, dès même le premier dessin, si j'ose dire, d'architecte de ces lycées et de ces collèges. La musique, c'est donc fondamental. C'est ce qu'on se dit depuis le début de cette émission ici. Les EdTech, justement, les startups et les scale-up qui font vivre l'écosystème de l'éducation connaissent la chanson. Oui, on l'a prouvé s'il en est avec vous, notamment Alexandre. Quand vous regardez les exemples qui viennent là aussi de l'étranger, vous vous dites que la solution, elle vient peut-être aussi d'autres continents, d'autres pays qui ont déjà, eux, trouvé la clé pour pouvoir faire entrer plus de musique à l'école ?
Nous, on a notre expérience aux États-Unis, puisque Studitrack, ça au départ a été lancé en Angleterre, puis aux États-Unis. Et en fait, même si on est français, Studitrack, c'est une société française, on est arrivé après en France. Parce que justement, tout le monde nous disait, et ça va être trop dur en France, commence par les pays anglo-saxons, la musique. J'avais pas cette donnée que 40% des élèves, a priori, enfin sont instrumentistes. Voilà. J'avais pas cette notion, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, qu'on soit en Angleterre ou à Los Angeles, là où on est, c'est vrai que c'est naturel, il n'y a pas de barrière. La musique fait partie intégrante des enseignements, donc c'est un peu plus naturel que chez nous. Amélia, est-ce que là aussi, dans vos approches, notamment pédagogiques avec la méthode coloris, encore une fois, on le rappelle, c'est une méthode qui vous permet d'apprendre à coder dès 3 ans, sans écran. Il y a aussi cette inspiration musicale, il y a une idée de se dire que finalement, peut-être qu'une ligne de code, un algorithme, c'est aussi un peu une partition musicale. Alors c'est très rigolo qu'on parle de ça maintenant parce que déjà effectivement on peut faire ce parallèle entre la musique qui effectivement est codée avec des symboles et la programmation en tant que telle, voilà, qui est un code aussi. Mais plus spécifiquement sur la notion de musique pédagogique, on est en train d'écrire une comptine parce que nous on s'adresse à de très jeunes enfants pour faire passer tous les apprentissages voilà, qui sont propres à Coloris à travers cette comptine inspirée directement de toutes les activités coloris déjà développées. Donc voilà, bientôt, on va chanter coloris dans les ateliers. Alors peut-être maintenant une collaboration Studitrack coloris. Faire un feat. Oui. Ouais. Si on peut aider à l'école du futur, vraiment, on est là pour vous, messieurs, dames. Dans le futur, parce que là aussi, l'école du futur porte bien son nom, comment est-ce qu'on peut imaginer encore plus d'interopérabilité, c'est un grand mot s'il en est, entre la musique, entre l'éducation? Comment est-ce qu'on peut imaginer cette porosité entre ces deux mondes qui, avant, ne se parlaient pas forcément toujours? Je pense que là, si on parle du collège, le rôle du professeur d'éducation musicale a vraiment évolué par rapport à nous, enfin, pour ma génération, prof de musique. C'est vraiment de l'éducation musicale. On apprend effectivement des instruments, mais on apprend aussi l'histoire de la musique, on rend la musique intéressante. Donc je pense qu'on a déjà fait un bon pas. Après, nous, ce qu'on propose, c'est de faire le lien justement entre la musique et les autres matières, et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et on aurait tous rêvé d'avoir un prof d'éducation musicale comme Kevin Faure, C'est on avait clair. dans la première partie de cette émission. Amélia, là aussi, ta justement solution pour pouvoir, encore une fois, avoir plus de musique à l'école et dans l'enseignement. Je crois qu'effectivement, il y a de plus en plus d'initiatives qui vont en ce sens. Voilà, et d'autres aussi acteurs qui proposent des solutions liées à la musique. Et je crois que il faut favoriser l'adoption de ces nouvelles solutions en classe, de par, voilà, on l'évoquait tout à l'heure, ces accès aux gares. Donc voilà, c'est cette permission qui est offerte aux profs d'avoir accès à des ressources qui ne sont pas directement issues de l'éducation nationale, mais qui viennent de l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus effectivement de porosité entre l'extérieur de la classe et l'intérieur, et que les enseignants puissent se saisir de tous ces outils et les proposer aux élèves très facilement. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Amélia, merci Alexandre pour avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Merci évidemment à Kevin Faure qui était en duplex avec nous depuis son collège. Merci à Christian Hugonnet en duplex de l'UNESCO pour la semaine du son. Vous avez suivi le tout premier épisode de l'École du Futur sur School TV. On était ravis de vous accueillir. On se retrouve demain sans faute, même heure et même studio. Restez connectés.